Le documentaire, c'est une promesse, celle de nous montrer le monde tel qu'il est. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Ça fait plus d'un siècle que les cinéastes se posent cette question, qu'ils se débattent avec. Comment on fait pour capturer le réel sans le transformer? C'est un voyage assez fascinant qu'on va faire ensemble, une histoire pleine de paradoxes, de révolutions technologiques et de débats passionnés. Allez, on commence fort, avec une question un peu provocatrice. Et si le tout premier film de l'histoire du cinéma était, d'une certaine manière, un mensonge? L'idée peut paraître un peu folle, mais elle nous plonge directement au cœur du problème, au cœur du paradoxe qui définit le genre documentaire depuis ses débuts. Regardez bien cette image, c'est la sortie de l'usine Lumière. À première vue, c'est juste ça, un instant de vie, pur, authentique. Sauf qu'il y a un petit secret. Les frères Lumière ont demandé aux ouvriers de sortir à un moment bien précis pour la caméra. C'est donc à la fois un événement 100% réel et une mise en scène. C'est ce qu'on pourrait appeler le péché originel du documentaire, une tension qui va marquer toute son histoire. Alors, voici le programme pour explorer tout ça. On va d'abord voir pourquoi le réel a besoin d'un peu de fiction. On va rencontrer les deux pères fondateurs du genre. On essaiera de comprendre le contrat de confiance, le fameux pacte documentaire. On assistera ensuite à une vraie révolution, celle du cinéma direct, pour finir sur la façon dont le documentaire a totalement assumé sa subjectivité. Première partie, la fiction du réel. Ça peut sembler contradictoire, non? Et pourtant, pour donner un sens au monde qui nous entoure, eh bien, il faut le raconter. Le réel à l'état brut, c'est souvent le chaos. Le documentaire, lui, va lui donner une forme, une structure, bref, une histoire. Robert Flaherty, un des grands pionniers du genre, a résumé cette philosophie avec une phrase qui est restée célèbre. On doit parfois mentir pour atteindre la vérité. Pour lui, ce qui comptait, c'était l'essence d'une situation. La vérité profonde d'une histoire, bien plus que l'exactitude factuelle de chaque seconde. Forcément, cette idée de mentir pour dire la vérité, ça n'a pas plu à tout le monde et ça a tout de suite créé un débat. Deux figures majeures, deux pères fondateurs vont incarner cette opposition. D'un côté Robert Flaherty, de l'autre Dziga Vertov. Leurs visions sont radicalement différentes, mais leur héritage, lui, influence encore aujourd'hui tous les documentaires qu'on regarde. Alors, pour résumer, d'un côté, on a Flaherty. Lui, il n'hésite pas à faire rejouer des scènes à ses personnages pour que l'histoire soit plus forte, plus dramatique. Et de l'autre, on a Vertov. Lui, il défend un cinéma à l'improviste. Il veut capter la vie sur le vif, sans aucune intervention. Pour lui, la vérité, elle ne naît pas de la mise en scène, mais du montage, de la façon dont on organise les images. Et visuellement, le choc est total. Regardez, à gauche, l'univers de Flaherty, c'est presque un mythe, une vision poétique reconstituée. Et à droite, celui de Vertov, c'est le présent, la frénésie de la ville, les machines, le tout capturé par son fameux ciné-œil. Vraiment, deux mondes, deux philosophies. Tout ça, ça nous amène à une question essentielle, celle de l'éthique. Si on peut mentir pour dire la vérité, où est la limite? C'est là qu'intervient l'idée du pacte documentaire, une sorte de contrat implicite qui se noue entre la personne qui filme, celle qui est filmée, et nous, le public. Au cœur de ce pacte, il y a un principe philosophique très ancien, la vérité-adéquation. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. Ce qui est montré à l'écran doit correspondre, doit être adéquat à ce qui existe vraiment. C'est la base même de la confiance qu'on accorde à un documentaire. Ce pacte, en fait, c'est une relation à trois. Il y a le filmeur, le réalisateur, qui a une responsabilité envers la personne filmée, qui lui confie son image, son histoire, mais il a aussi une responsabilité envers le spectateur, à qui il promet une vision juste et honnête du réel. C'est un équilibre super délicat. Et puis, dans les années 60, une révolution technologique va absolument tout changer. Pendant un temps, on a vraiment cru qu'on avait enfin trouvé la solution miracle pour capturer la réalité à l'état pur, sans aucun filtre. C'est la naissance du cinéma direct. Imaginez un peu, tout s'est enchaîné à une vitesse folle. D'abord, on a pu enregistrer le son en extérieur. Puis, on a pu synchroniser le son et l'image, ce qui a permis aux gens de parler librement. Ensuite, les caméras sont devenues légères. On pouvait enfin quitter le trépied et bouger. Et pour finir, la vidéo. D'un coup, on avait l'impression de pouvoir être partout, tout le temps. De toute cette technologie est née une nouvelle philosophie, l'idéologie du visible. L'idée était hyper séduisante. Il suffisait de poser sa caméra au bon endroit, et hop, la vérité allait se révéler d'elle-même. Le grand rêve, c'était de devenir une petite mouche sur le mur, un observateur totalement invisible et objectif. Mais voilà, ce rêve d'objectivité parfaite, il s'est vite heurté à une question toute bête, mais fondamentale. Est-ce que c'est seulement possible pour un cinéaste d'être invisible? Est-ce que la simple présence d'une caméra ne change pas déjà tout? La réponse, aujourd'hui, elle est claire, c'est non. C'est ce qu'on appelle l'illusion de l'objectivité.
Choisir où on met sa caméra, c'est déjà un point de vue. Décider de ce qu'on met dans le cadre et surtout de ce qu'on laisse en dehors, c'est un point de vue. Et puis le montage, le moment où on choisit l'ordre des plans, là c'est l'acte subjectif par excellence. L'invisibilité, c'est un fantasme. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. Au lieu de courir après une objectivité impossible, les cinéastes vont faire le contraire. Ils vont embrasser leur propre regard, leur subjectivité et en faire le cœur même de leur film. Pour résumer ce virage à 180 degrés, il y a ce jeu de mots absolument génial du cinéaste Chris Marker. On n'est plus dans le cinéma vérité, à la recherche de la grande vérité, mais dans le cinéma vérité. C'est-à-dire que chacun exprime sa propre vérité à travers le cinéma. Le point de vue n'est plus un problème, c'est la solution. Et cette libération a provoqué une véritable explosion de créativité. Le documentaire est devenu une mosaïque de formes possibles. Des films d'observation très patients, des récits construits comme des fictions, des essais très personnels, des films autobiographiques et même des web-documentaires interactifs. Prenez le cinéma d'observation de Raymond Despardon, par exemple. Sa subjectivité, elle est où ? Elle est dans sa recherche de la bonne distance. La caméra est fixe, le cadre est hyper précis, le réalisateur ne fait pas semblant d'être invisible, au contraire, sa présence est assumée par ses choix de mise en scène. D'autres, comme Diedo Hamadi, utilisent toutes les techniques du cinéma direct pour construire de vrais récits. Il y a des personnages, des obstacles, du suspense. On suit une histoire qui se déroule sous nos yeux, un peu comme dans une fiction, sauf que là, tout est vrai. Et bien sûr, le genre continue d'évoluer. Il explore les nouveaux médias. Des œuvres comme la web-série Parade, par exemple, mélangent photos et vidéos pour créer de nouvelles expériences narratives sur Internet, où le spectateur peut même devenir acteur du récit. Alors, au bout de ce voyage, comment on pourrait définir le documentaire ? Eh bien, finalement, on en revient toujours à cette définition proposée dès les années 1920 par John Grierson. Le documentaire, ce n'est ni la réalité brute, ni une pure fiction. C'est un traitement créatif de la réalité. Et c'est justement là, dans cet entre-deux, que se trouve toute sa richesse et sa complexité. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour aujourd'hui et pour demain. À une époque où les images peuvent être manipulées de manière quasi parfaite, où la technologie du deepfake brouille les frontières entre le vrai et le faux, quel est l'avenir du documentaire ? Quelle sera la prochaine étape de cette longue et passionnante quête de vérité ?